Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte vraiment, vraiment marquant de Didier Dananix qui s'appelle Delphine pour mémoire. Bonjour, oui, un récit très personnel. Très personnel, c'est ça. Ça parle de la guerre d'Algérie, enfin de la fin de la guerre, mais vu depuis Paris au début des années 60. Et ce qui est puissant dès le départ, c'est que Danenix, il nous fait pas un cours d'histoire. Pas du tout. Non, on n'est pas dans l'analyse géopolitique. Voilà, on est tout de suite plongé dans ce qu'une des analyses qu'on a lues appelle une réalité vécue. On est dans la tête d'un gamin. Un gamin de 12 ans en 1961, avec ses peurs, son regard d'enfant, quoi. Et c'est ce point de départ qui donne toute sa force au texte, je trouve. Exactement, il nous dit pas voici ce qui s'est passé, il nous dit voici ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et ça change tout. Alors, commençons par là, justement. Ce regard d'enfant. Dans la première partie de son texte, ça fonctionne vraiment par flash, en fait. C'est ça, ce sont des images. Oui, des images qui sont gravées dans sa mémoire. Il y a des scènes glaçantes. L'humiliation d'un Algérien par des policiers, par exemple. La mort de deux jeunes Italiens à un barrage, c'est une violence qui est là tout le temps, mais qui semble presque normale pour l'époque. Une ambiance de guerre civile qui ne dit pas son nom au cœur de Paris. Tout à fait. Et au milieu de tout ça, le souvenir de l'enfant, il va s'accrocher à des figures, en particulier deux jeunes femmes. Oui, il y a Delphine Renard, une petite fille tuée dans un attentat de l'OS, et puis Suzanne Martorell, qui est morte au métro Charonne. Et là, ce qui est fascinant, c'est de voir comment la mémoire d'un enfant fonctionne, comment elle hiérarchise. Figure centrale, celle qui prend toute la place, c'est Delphine. Elle devient le centre de la tragédie. Elle éclipse presque tout le reste. Et je me demandais, est-ce que cette focalisation sur une seule victime, c'est pas aussi une manière de se protéger? Hmm. Un mécanisme psychologique. C'est une très bonne question. Je pense que c'est les deux. C'est à la fois une simplification, mais c'est surtout une nécessité. Une nécessité. Oui, pour un enfant, la violence d'État, la répression, le contexte colonial, c'est une abstraction. C'est trop grand, ça fait trop peur. Alors que le drame de Delphine, c'est une histoire à hauteur d'enfant. Voilà. C'est une histoire qu'il peut comprendre, qu'il peut ressentir. Elle devient le symbole de toute la violence. Le problème, bien sûr. C'est que c'est une vision partielle. Exactement. Partielle et, quelque part, partiale. En se concentrant sur cette petite fille française, sa mémoire d'enfant met de côté d'autres victimes, dont l'histoire est peut-être plus compliquée pour le récit national. C'est un point clé. Et c'est là que le texte de Danenix devient incroyable. Parce qu'il opère un virage à 180 degrés. Ah oui, le basculement. Oui, ce basculement, 20 ans plus tard, on a l'impression que le sol s'ouvre sous ses pieds. C'est exactement ça. C'est le passage de la mémoire personnelle, presque intime, à la conscience historique, la conscience politique. Devenu adulte, il se documente, il cherche. Et il découvre ce qui se cachait derrière ses souvenirs d'enfant. Et la révélation, elle est brutale. Il réalise que Delphine, son symbole, doit être mise au même niveau que des centaines d'autres victimes. Des victimes dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Voilà. L'analyse critique utilise une phrase très forte. Elle dit que Delphine se retrouve instinctivement au même titre d'importance que des centaines d'autres victimes. Toute l'histoire qu'il s'était construite s'effondre. Pour laisser la place à une vérité beaucoup, beaucoup plus large. Et beaucoup plus terrible. Et pour comprendre ce choc, il y a deux dates qui sont fondamentales. Oui. La première, c'est le 17 octobre 1961. Une manifestation pacifique d'Algériens à Paris. Pacifique, oui, contre un couvre-feu raciste, il faut le dire. Et la répression policière est d'une violence inouïe. On parle de dizaines, peut-être de centaines de morts. Jetés dans la Seine. Jetés dans la Seine, battus à mort, un massacre en plein Paris, qui a été complètement occulté par l'État pendant des décennies. L'enfant d'Anna Nix a dû en voir des bribes, mais sans comprendre du tout l'ampleur. Et la deuxième date, c'est le 8 février 1962, la manif du métro Charonne. C'est là que meurt Suzanne Martorell. C'était une manifestation contre l'OAS. L'organisation de l'armée secrète, ce groupe terroriste qui voulait que l'Algérie reste française. Voilà. Et là aussi, la manifestation est réprimée très violemment. 9 morts à la station de métro Charonne. Et là, d'un coup, pour l'auteur, Les pièces du puzzle s'assemblent. c'est ça. Ces souvenirs ne sont plus des faits divers tragiques et isolés. Ils deviennent les symptômes d'une politique de répression systématique. Et il ne se contente pas de décrire, il nomme un responsable. Oui, et ça c'est un acte fort. Il parle de la police de Maurice Papon. Et ce nom, Maurice Papon, il n'est pas choisi au hasard. Il a une résonance terrible dans l'histoire française. Absolument. Papon, c'était le préfet de police de Paris, donc le responsable direct.
Mais des années plus tard, on découvrira son rôle dans la déportation des Juifs sous Vichy. Pour lequel il sera condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. En citant ce nom, Deinings tisse un fil rouge entre deux des pages les plus sombres de notre histoire. Il montre une continuité dans l'appareil d'État. Et là, le souvenir devient politique. On comprend mieux le cheminement, du coup. Souvenir personnel, prise de conscience historique, et puis l'accusation politique. Tout à fait. Et on réalise qu'écrire ce texte, pour lui, ce n'est pas juste un exercice de mémoire. C'est une mission. C'est un acte de résistance, oui. Il ne se contente plus de raconter, il agit. La fin de son texte, c'est un engagement. Il énumère des noms. Des noms de victimes oubliées, effacées. Il le dit lui-même, c'est pour les défendre contre l'oubli. Il donne leur nom au chapitre de son livre « Pour mémoire ». C'est comme graver leur nom sur une stèle. C'est une sépulture de pâtier, pour leur rendre une dignité que l'histoire officielle leur avait volée. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Mais là, ça semble très concret, presque physique pour lui. Oui, parce qu'il dénonce un concept clé, l'amnésie volontaire. C'est ça le moteur de sa colère. C'est pas l'oubli naturel, celui du temps qui passe. Non, non, c'est une occultation, un choix politique délibéré de cacher une partie de l'histoire parce qu'elle dérange. Et pour combattre ça, son arme, c'est l'émotion. L'analyse qu'on a lue insiste beaucoup là-dessus. Sur la peur, la douleur, la colère qui sont encore intactes dans le texte. Cette colère, c'est le carburant. C'est une colère contre les meurtres, bien sûr, mais surtout contre l'oubli. L'oubli, c'est une seconde mort pour les victimes. Et l'auteur de l'analyse critique, il est complètement en phase avec ça. Il dit que le sujet est toujours d'une actualité brûlante. Et il y a une adhésion totale. Il voit le texte de Deinings comme un outil, une piqûre de rappel nécessaire. Et il souligne un point très juste sur le style. La simplicité du style, oui. Exactement. Vocabulaire accessible, idée claire, directe. Et ça, c'est pas en détail. Non, c'est un choix. Si on veut combattre une amnésie collective, il faut que le message soit accessible à tout le monde. Précisément, la simplicité, c'est une stratégie. Il veut que son témoignage sorte des cercles universitaires, qu'il percute la conscience collective. La forme est au service du fond. Donc, si on résume, on part d'une mémoire d'enfant sincère mais incomplète, centrée sur la tragédie de Delphine. Et 20 ans plus tard, au contact des faits, de l'histoire, avec un grand H, cette mémoire explose. Elle se recompose pour intégrer une histoire bien plus large, celle d'un massacre d'État. Et cette prise de conscience, elle transforme l'écriture. Le jeu personnel de l'enfance devient un nous, celui de la mémoire partagée. Et la mission, c'est d'utiliser son histoire intime pour forcer la porte de la grande histoire. Pour y inscrire les noms des oubliés. C'est ça, l'acte final. Nommer les victimes. C'est un rappel essentiel. Derrière les statistiques, il y a des destins, des vies. Et en les nommant, il leur rend leur histoire, leur identité. Il fait un acte de réparation symbolique. Il lutte contre l'effacement. Et l'analyse qu'on a lue valide ça, non pas comme un projet littéraire, mais comme une nécessité morale. Et tout ce parcours, de l'intime au collectif, de la perception à la vérité, mais ça amène à se poser une question finalement. Si une mémoire personnelle, comme celle de Deinings enfant, peut être à ce point transformée par la découverte de l'histoire, quelles sont les Delphines de notre propre mémoire ? Quelles sont ces histoires, ces symboles personnels qui captent notre attention et qui, peut-être, nous empêchent de voir une histoire plus large, plus complexe et, parfois, beaucoup plus dérangeante ?